ainsi, à Bonne École, vous allez vous-même, à partir des années 90, quand l'occasion se présente, animer une revue qui s'appelle Enquête sur l'histoire pendant 8 ans, avec des difficultés structurelles liées aux conditions éditoriales. C'est le titre qu'avait inventé Hérodote. Oui, bien sûr, qui veut dire histoire, historia en grec. Okay. Et après cette aventure difficile d'enquête sur l'histoire qui s'arrête donc à la veille de l'an 2000, vous allez pouvoir relancer en 2002 la nouvelle revue d'histoire qui continue encore aujourd'hui, qui s'est installée, qui est devenue un petit peu institutionnelle dans le paysage des revues d'histoire. Cette activité de presse historique, comment l'avez-vous conçue et quel est le sens que vous donnez à cette entreprise de la nouvelle revue d'histoire qui vous occupe encore prioritairement aujourd'hui? D'abord, j'avais été très préparé par mes travaux antérieurs, y compris par mes livres sur les armes, parce que en préparant mes livres sur les armes, la part historique était très importante et la part iconographique était très importante. Et je faisais moi-même la recherche de l'iconographie. Et j'ai toujours été attaché profondément à l'iconographie des revues, ce qui me paraît tout à fait essentiel. Ensuite, dans mes livres illustrés, etc., même chose, j'avais été très attaché à l'iconographie. J'avais fait mes premières armes avec les historiens spéciaux de François Divy. Je m'étais intéressé à un certain nombre de sujets historiques, et quand la proposition m'a été faite de créer une revue d'histoire, j'avais à ce moment-là, j'avais d'autres propositions pour d'autres activités absolument différentes. Je me suis dit, bon, allez, c'est à prendre. Ça sera beaucoup plus drôle et beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant que le reste. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y aurait des choses trappes un peu déplaisantes, mais je vais reconnaître au personnage que je ne nommerai pas, qui m'a engagé dans cette aventure d'enquête sur l'histoire, qui était éditeur, qui avait les moyens, etc., enfin qui en principe avait les moyens. Je lui reconnais une qualité, pas deux, une. Il m'a laissé une paix absolue en matière rédactionnelle. Il n'est jamais intervenu sur le contenu rédactionnel, tout simplement parce qu'il s'en moquait. Il m'a laissé faire ce que je voulais. Pas ce que je voulais, parce que ce que je voulais était limité par ses interventions en matière matérielle. C'est-à-dire qu'il traficotait avec des mauvais imprimeurs, bref. Les conditions techniques ne sont pas au rendez-vous. Non, exactement. Néanmoins, nous avons fait quelque chose qui a duré, 8 ans, presque 9 ans, avec des hauts et des bas, et qui a été une très bonne école pour... 30 numéros en tout. Oui, c'est ça. 30 numéros, et qui ont préparé le terrain ensuite pour la nouvelle revue d'histoire. Alors, pour la nouvelle revue d'histoire, moi-même et puis quelques autres, dont vous aussi, Philippe Corrade, et puis certains autres, voulaient absolument que ce qui avait été entrepris avec Enquête sur l'histoire ne disparaisse pas, donc il fallait créer une nouvelle revue, trouver les moyens. Bon, moi, j'étais absolument pas un financier, je n'avais pas du tout les moyens pour ça, mais vous vous souvenez peut-être de la réunion que nous avions tenue dans cette salle en face de Saint-Germain-des-Prés, salle qui était comble et dans un grand enthousiasme, et avait parlé ce soir-là à la tribune les 5 fondateurs. Vous-même, Philippe Masson, François-Georges Dreyfus, Bernard Lugan et moi-même. Voilà. Chacun ayant
une image très différente et une spécialité très différente et une expérience également très différente. Et nous avons lancé l'appel à la salle pour que la salle puisse apporter une participation financière, soit directe, soit indirecte. Et j'avais dit quelque chose qui finalement s'est révélé exact. J'avais dit, Machiavel avait vu juste. Machiavel avait dit, contrairement à la formule conventionnelle, c'est avec l'or que l'on a de bonnes armées. Et Machiavel a dit non, c'est avec les bonnes armées que l'on a de l'or. C'est avec les bons soldats que l'on a de l'or, car les bons soldats sont capables de récupérer de l'or, alors que de mauvais soldats ne peuvent pas le faire. Et j'avais trouvé cette formule absolument admirable, j'ai lancé l'appel à la salle en disant, vous êtes les soldats, vous allez trouver l'or. Bon, ça s'est pas fait tout de suite comme ça, mais finalement, cela s'est fait au milieu d'aventures rocambolesques avec les pires difficultés, mais finalement, ça s'est réalisé. Nous avons réussi à réunir un petit trésor de guerre, suffisant pour lancer cette revue. Nous l'avons réalisé comme une entreprise artisanale, vraiment du travail d'artisan, bien fait, avec des moyens microscopiques, mais à chaque fois une attention soutenue, et puis en nous crevant à la tâche les uns ou les autres, et en étant passionnés par ce que nous faisions. Voilà. Et avec au bout du compte un lectorat au rendez-vous, Ouais. et qui est demeuré fidèle depuis, y compris dans des circonstances difficiles ou à la suite d'une manœuvre sournoise, la question du titre a été posée, et là c'est grâce au soutien de nos lecteurs, Ouais. de nos amis, que la Nouvelle Revue d'Histoire a pu Parfaitement. Il y a eu passer un moment qui risquait de se révéler difficile. Parfaitement. Il y a eu un soutien affiché de grands universitaires. Je vais citer François Chamou, je vais citer Lucien Gerfagnon, je vais citer François-Georges Dreyfus, je vais citer Jacques Hers, je vais citer Jean Tullard. Oui, parfaitement, il avait apporté son soutien également. Et un historien, un écrivain qui n'était pas du tout historien, même s'il a écrit des choses historiques, qui a apporté d'emblée un soutien très sympathique, qui était Jean Dutour. Alors, la Nouvelle Revue d'Histoire va être le succès que l'on sait. Dans ces dernières années qui viennent de s'écouler, Dominique Venner, vous vous êtes orienté davantage que dans le récit ou l'analyse de certains épisodes historiques. Nous avons évoqué l'Armée Rouge, la guerre de sécession, nous aurions pu évoquer aussi la période 40-45 avec vos ouvrages sur la résistance et la collaboration. Dans les toutes dernières années, vous vous êtes davantage orienté sur une réflexion de longue durée sur l'histoire à travers trois ouvrages majeurs. D'une part, le siècle de 1914, où vous revenez sur l'histoire du XXe siècle abordée dans son ensemble, avec lecture tout à fait nouvelle, tout à fait originale des drames de la guerre de 30 ans européenne 14-45, et puis en allant même au-delà, des grandes révolutions. Et des grandes révolutions qui ont suivi, et en allant même au-delà, vous avez également rédigé un autre ouvrage consacré à la longue histoire de l'Europe, histoire et tradition des Européens, et tout récemment un ouvrage qui en fait correspond à un dialogue
vous répondez à un certain nombre de questions, intitulées Le choc de l'histoire, qui nous interpelle également sur ces questions relatives à l'identité européenne dans la longue durée et aux perspectives qui sont aujourd'hui les siennes. Alors tout d'abord, le siècle de 1914, c'est une lecture nouvelle. Nous avons été quelques-uns, je crois, assez tôt à bien interpréter ce qui s'est passé en 1914 et dans la longue séquence 14-45, alors que tout naturellement, et c'était parfaitement compréhensible, parfaitement normal, du fait de l'état des mentalités, des opinions, des représentations des gens, c'était une chose qui était un peu inaccessible auparavant. On a évalué, mesuré à quel point la Première Guerre mondiale avait été la première étape, le premier acte d'une longue guerre civile européenne, en quelque sorte, avec le regard que nous pouvons porter aujourd'hui, le premier acte d'un vaste suicide de l'Europe, qui venait clore une période de plusieurs siècles entamée avec les 15e, 16e siècles, quand l'Europe réalise le décloisonnement du monde et réalise les conditions d'une montée en puissance qui ne s'arrêtera plus jusqu'en 1914. Tout ça va s'effondrer en l'espace d'une trentaine d'années, ce que les contemporains qui ont connu ces événements étaient évidemment à peu près incapable d'intégrer et d'évaluer. Seul Albert Thibaudet, dans les tranchées, parlait d'une guerre, d'un équivalent de ce qu'avait été la guerre du Péloponnèse pour la Grèce. Alors ça, vous l'avez parfaitement mis en lumière dans le siècle de 1914, et je pense que c'est un acquis qui va être très important dans la perspective des prises de conscience qui vont progressivement émerger dans les années qui viennent, quand les Européens confrontés aux difficultés terrifiantes qui les attendent, vont être naturellement amenés à se pencher sur leur passé récent, à le relire et à l'interpréter d'une manière nouvelle par rapport aux idées reçues, aux schémas élémentaires qui ont pu prévaloir jusqu'à maintenant. Oui, il me paraissait indispensable de creuser la connaissance réelle que l'on avait des très grands acteurs. Les très grands acteurs de cette période-là, 1914-1945, les très grands acteurs, je les ai identifiés. J'ai vu 4 grands acteurs. J'ai vu les acteurs américains, avec Wilson d'abord et ses successeurs, et tout ce qu'ils portaient d'idéologie. Ils ne portaient pas simplement une puissance, mais ils portaient une vision idéologique qui était destinée à transformer l'Europe, et qui a transformé l'Europe. Après, déjà cela avait commencé, les conséquences se sont fait sentir après 1919, mais elles se sont fait sentir de façon effroyable après 1945. Le deuxième grand acteur de cette période-là était l'acteur bolchevique, précisément Lénine, Staline. Et j'ai analysé ce qui avait conduit ces deux personnages. Les idées sont des hommes dans ces cas-là. Pourquoi ces hommes ont-ils été les acteurs majeurs, ont-ils transformé des idées en action? Et Lénine, Staline ont été à leur façon emblématiques de cette transformation des idées en action. Et je l'ai fait sous une forme non polémique, c'est-à-dire que je ne manifeste pas d'hostilité pour des gens que je n'aime pas, bien entendu, mais je ne manifeste pas d'hostilité. J'agis en historien, je regarde, j'essaye de comprendre, et je comprends notamment, ou j'essaye de comprendre, les raisons qui ont amené le jeune Lénine à s'engager comme il l'a fait, avec toutes les particularités de tempérament. De même pour Staline, qui me semble être un personnage odieux par les conséquences de ses actes, mais qui par ailleurs était un grand politique, et qui en politique étrangère, à partir de 1936 surtout, a montré une prescience,
une lucidité tout à fait remarquable que ses adversaires n'ont pas forcément eu. Et puis je me suis intéressé au troisième grand courant révolutionnaire, qui était celui de la révolution italienne, le fascisme italien, qui n'est pas connu, mal connu, que l'on confond avec le national-socialisme allemand. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose, c'est un autre phénomène, qui est né de façon bien particulière dans un contexte italien spécifique. Il se trouve qu'il y a eu des points communs avec le national-socialisme allemand par la suite, que le national-socialisme allemand a été parfois une sorte de copie, une copie améliorée, transformée, etc. Mais Mussolini a été le fondateur d'un phénomène neuf, absolument nouveau, qui était le fascisme. Or, Mussolini n'était pas un personnage simple, c'était un personnage complexe, infiniment riche, qui avait une grande culture, qui lisait l'allemand couramment, qui avait lu Nietzsche dans le texte, qui avait lu Spengler, qui avait des relations personnelles avec Spengler, des relations que Hitler n'a jamais eues avec Spengler, etc. Et par ailleurs, un personnage compliqué, manœuvrier au possible, etc., qui a créé un régime hybride qui n'a rien à voir avec ce qui est devenu le national-socialisme en Allemagne, etc. Et puis, enfin, je suis passé au quatrième grand phénomène, c'est-à-dire l'Allemagne, le national-socialisme. Je connaissais un petit peu le sujet pour avoir travaillé sur Baltikum, c'est-à-dire les corps francs, qui ont été, à bien des égards, les troupes initiales du futur national-socialisme, mais qui ont été très souvent aussi ses premiers adversaires, ce qui est peu connu, mais qui est intéressant. En tout cas, c'est une réalité. Bien entendu, le personnage de Junger lui-même m'a intéressé, sur lequel j'ai écrit un livre par la suite. Et j'ai relu d'un bout à l'autre, crayon en main, Mein Kampf, ce que personne n'a fait. Tout le monde a dit « Ah, j'ai lu Mein Kampf, etc. » C'est de la blague, c'est pas vrai. Moi, je l'ai fait à ce moment-là, j'ai passé le temps qu'il a fallu, et c'est un livre qui m'a énormément appris sur l'homme Hitler, sur sa vision des choses, sur sa conception. C'était un homme qui était marqué par une immense imagination. L'une des particularités humaines d'Hitler est d'avoir une imagination débordante et qui écrasait ses interlocuteurs. On en a la preuve jusqu'à la fin. En 1945, au mois de février 1945, alors que tout dégringolait, qu'il n'y avait plus de Wehrmacht, que tout était enfoncé sur tous les fronts, etc., les maréchaux et les généraux entraient au quartier général du Führer en disant « on va lui dire ce qu'est la réalité, on va pas se laisser démonter, pour une fois, on va lui dire ce qui est vrai ». Ils en sortaient, ils n'avaient pas dit un mot, et ils en sortaient gonflés en disant « on va gagner la guerre ». Ce bonhomme avait une capacité d'imagination pour lui et de transfert d'imagination aux autres qui était absolument prodigieux. Nous avons des témoignages à ce sujet-là qui sont imparables, puisque les gens ont écrit des mémoires qui sont croisées, c'est-à-dire ils parlent des uns des autres, etc. Ils parlent pas simplement pour eux-mêmes. Alors, il y en a l'un des rares qui a été Guderian. Guderian, qui lui, il rentrait dans le bureau, mais il osait dire ce qu'il avait sur le cœur, ce qui fait qu'il sortait et conduit par le Führer, qui éventuellement le rabrouait ou lui retirait le commandement qui était le sien. Puis ensuite, il le rappelait parce que Guderian avait une qualité militaire tout à fait exceptionnelle. Et finalement, Hitler était peut-être sensible aux propos un peu francs qui lui étaient prêtés.
Et puis nous avons également les témoignages de bas officiers, enfin de bas officiers, d'officiers de faible grade, qui ont été officiers subalternes, qui étaient les aides de camp. Notamment le dernier aide de camp qui représentait le haut commandement de la Wehrmacht, qui est resté pendant plusieurs mois auprès du Terge jusqu'à la fin. Il était encore dans le bunker, et il a tenu son journal, et il disait comment les choses se passaient. Et il était le premier à être effaré par ce spectacle des officiers généraux qui entraient dans le bureau avec l'intention de dire ce qu'ils avaient sur le cœur, qui ne disaient rien du tout, et qui ressortaient gonflés à bloc, prêts à mener la guerre. Enfin, pendant 5 minutes, hein, ça ne durait pas trop longtemps. Alors, vous avez ainsi proposé une synthèse tout à fait personnelle pour résumer, expliquer en quelque sorte ce que fut le XXe siècle, en donner une image et une lecture tout à fait nouvelle et qui, je pense, vont être progressivement intégrées par l'opinion dominante, ça va devenir, je pense, la norme de la vision que l'on peut avoir de ce passé au fil des années. Mais vous vous êtes intéressé aussi à la longue histoire de l'Europe à travers des ouvrages que j'ai évoqués tout à l'heure, Histoire et tradition des Européens, et puis le choc de l'histoire. Et là, il y a dans votre démarche quelque chose de tout à fait original. Vous avez recherché, au-delà des visions traditionnelles de l'histoire, l'histoire conduite par un progrès plus ou moins imaginaire, l'histoire qui s'inscrirait dans une perspective religieuse de salut, etc. Autant de visions successives de l'histoire qui ont été avancées. Vous avez mis en avant le fait que tout grand ensemble culturel, civilisationnel, se réfère à des mythes fondateurs absolument essentiels, absolument incontournables, qui vont en quelque sorte, dans la longue durée, irriguer en permanence les comportements, l'imaginaire, les représentations. Et vous avez, de ce point de vue, privilégié la Grèce ancienne, et notamment, en Grèce ancienne, l'élément fondateur que constitue la tradition homérique. C'est un thème qui revient régulièrement dans vos articles ou dans vos ouvrages tels que l'histoire et tradition des Européens. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire l'importance que revêt pour vous cette tradition homérique, cette matière homérique, et quel sens il convient de lui donner aujourd'hui? J'avais été frappé d'abord par ce qui peut frapper tout le monde, par l'importance que les Grecs anciens reconnaissaient à Homère, y compris quand ils ne l'aimaient pas. Je pense à Platon. Platon ne l'aimait pas parce que Platon n'était pas un esprit, Platon était un esprit rationnel, et par ailleurs était un esprit moralisateur, malheureusement. Ce que n'était absolument pas Homère, qui était éloigné au possible de tout esprit moralisateur. Et Platon reconnaissait néanmoins que Homère avait été l'éducateur de la Grèce. C'est-à-dire que depuis des siècles, c'est dans la lecture d'Homère que les Grecs, petits, grands, les autres, s'étaient toujours formés et que c'était là qu'ils avaient trouvé la substantifique moelle de leur formation et de leur conscience d'être grec et d'exister au monde. Et en raison de l'influence déterminante qui a été celle du monde grec sur nous, via Rome, Rome n'existe intellectuellement que par la Grèce. Rome a sa propre histoire militaire, juridique, politique, mais Rome, culturellement, spirituellement, est une héritière directe et exclusive du monde grec. Et étant donné que nous sommes les héritiers du monde romain, nous sommes les héritiers directs
du monde grec, donc nous sommes les héritiers d'Homère. Et en effet, au-delà de ce raisonnement qui est très simple et que chacun peut faire, au-delà de cela, la lecture d'Homère, qui n'est pas du tout une lecture universitaire, qui est une lecture du lecteur amoureux du texte, et qui recherche dans le texte la signification de ce qui est apporté, et qui découvre avec émerveillement, c'est mon cas, qui découvre avec émerveillement un monde qui est le mien, mais exprimé dans des mots d'autrefois, avec des images d'autrefois, mais dans lesquels je me retrouve, et dans lesquels je trouve les réponses que j'attends, des réponses que personne ne m'avait apportées avant. Et c'est cela que m'apporte Homère. J'y trouve notamment une perception profonde de ce que nous utilisons. Nous utilisons un terme qui est un peu grandiloquent et qui ne dit pas tout à fait la réalité des choses. Quand on parle de l'esprit tragique de la vie. Alors oui, Homère en est une manifestation profonde et constante et à tous les instants et sous des formes poétiques, pas sous les formes conceptuelles. Ce n'est pas un philosophe. Homère n'explique pas, il montre. Il montre, mais ce qu'il montre avec un langage absolument admirable, avec des formulations poétiques admirables, de ces formulations-là, nous pouvons tirer un enseignement. Et l'enseignement que l'on tire de façon constante, me semble-t-il, c'est que, en effet, les hommes et les femmes d'Europe sont confrontés à des difficultés parfois terrifiantes de l'existence et que leur force se trouve en eux et que c'est en eux exclusivement que se trouve leur force. Ils vont recevoir, par exemple, de la part des divinités diverses, des soutiens. Les plus importants de ces soutiens seront ceux qui seront accordés à Ulysse par cette divinité magnifique qu'est Athéna. Mais on sent très bien que derrière ce soutien, ce sont en réalité les qualités mêmes des héros, des hommes, qui se manifestent. Et Athéna ou les autres divinités qui interviennent ne sont là que pour donner une aura magnifiée, poétique, mythique à une réalité qui est celle de l'homme faisant face à l'adversité. Et en permanence, on voit la grandeur de l'homme face à l'adversité, parfois écrasé, et il y a bien des exemples. Hector est écrasé, mais il est écrasé dans le courage, après avoir eu peur. Il est saisi par la peur à certains moments, mais il finit par se ressaisir, et il manifeste son courage, et il le dit dans des termes que lui prête Homère, qui sont des termes explicites et auxquels nous pouvons nous reporter. Et il en est ainsi pour tout, nous y compris dans les relations entre les hommes et les femmes, y compris dans le drame qui peut être celui de certaines femmes. Je pense à ce personnage complexe qui est celui de Hélène, que l'on dit être cause de la guerre de Troie. Cause de la guerre de Troie, pourquoi? Parce qu'elle était trop belle, femme, parce qu'elle plaisait trop aux hommes, et parce que elle était soumise à Eros, elle était soumise à sa sexualité, elle était soumise à l'érotisme. Alors, l'histoire grecque, ou la mythologie grecque, donne une interprétation mythique de tout cela. Mais derrière cette interprétation, il y a une réalité qui est proprement humaine. Et ce qui est admirable, par exemple, lorsque Hélène, qui est responsable de la guerre de Troie, dans une certaine mesure, c'est son enlèvement par Paris, qui est un Troyen, un prince troyen, c'est son enlèvement par Paris qui va déchaîner la guerre de Troie.
Et elle se trouve en compagnie du vieux roi de Troie, Priam. Elle se trouve en sa compagnie sur les remparts de Troie. Et ensemble, ils voient les deux armées qui sont assemblées. Et avant que Hélène ne désigne les uns et les autres, elle est en proie à la culpabilité. Elle dit: Père, en s'adressant à Priam, c'est moi qui suis cause de tout cela, je voudrais mourir, je ne voudrais plus exister, je voudrais disparaître. Et il a une réponse que je trouve admirable, que l'on ne trouve dans aucune religion et qui nous est propre, je crois, aux Européens. Il lui dit: non, ma fille, tu n'es coupable de rien, ce sont les dieux qui sont coupables de tout. C'est une approche des choses qui est fabuleuse, qui nous renvoie tellement loin des religions du péché, des religions de la culpabilité. Ça n'empêche pas, elle, Hélène, de se sentir coupable, mais elle n'est pas écrasée par les autres. Ce n'est pas un système qui l'écrase, au contraire, par la voie la plus autorisée, qui est celle de Priam, il lui montre ce qui est la réalité. C'est que les malheurs qui sont ceux des hommes sont provoqués naturellement par les stupidités des hommes, mais ils sont provoqués aussi par le hasard, par le destin, dont ils ne portent pas la responsabilité. Et on n'a pas à faire peser sur les hommes le poids de péchés inventés et le poids de responsabilités qui sont inventés. C'est une vision d'une élévation extraordinaire, me semble-t-il. Parmi tant d'autres, je donne cet exemple, je pourrais en donner d'autres, il y a dans Homère une vision du monde, de la vie, qui je crois est unique, qui nous appartient en propre, et dans laquelle nous trouvons d'emblée quelque chose qui nous parle, qui nous est proche, et qui nous donne, une paix de l'âme, en quelque sorte, sans nous soustraire aux duretés qui sont celles de l'existence et à la nécessité d'être courageux, car c'est en permanence la communication du courage qui est le plus exemplaire chez Homère.